Le 23 octobre 2014, Carmen Valdez scrollait machinalement sur son téléphone quand une photo sur Facebook l'a glacée. Sur l'écran, le visage d'Héloïse Lacroix lui souriait depuis la page d'une petite ONG guatémaltèque. Héloïse, sa collègue archéologue française, officiellement morte depuis 9 ans dans la jungle du Petén. Héloïse, dont le corps n'avait jamais été retrouvé malgré des semaines de recherche. Héloïse qui, selon cette photo datée de 3 semaines, travaillait apparemment dans un village reculé sous le nom de Maria Esperanza. Carmen a fixé l'écran pendant de longues minutes, les mains tremblantes. Comment une femme déclarée morte pouvait-elle apparaître 9 ans plus tard sur les réseaux sociaux, vieillie mais indéniablement vivante? Et surtout, pourquoi avait-elle choisi de disparaître? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, inscrivez-vous sur la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas nouveau. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord connaître le Guatemala de 2005. Ce petit pays d'Amérique centrale sortait à peine de décennies de guerre civile qui avaient laissé des cicatrices profondes. Dans la région du Petén, au nord du pays, la jungle tropicale abritait encore des centaines de sites archéologiques mayas inexplorés. C'était un territoire immense, largement inaccessible, où les routes goudronnées cédaient rapidement place aux sentiers de terre rouge et aux rivières sinueuses. Flores, la capitale régionale, était une petite ville colorée construite sur une île du lac Petén Itzá. Ces maisons coloniales aux façades pastel se reflétaient dans les eaux calmes, créant un décor de cartes postales qui attirait les rares touristes aventureux. Mais au-delà de cette beauté apparente, la région cachait des réalités plus sombres. La pauvreté était omniprésente, les infrastructures défaillantes et la corruption endémique. Les communautés indigènes, majoritairement mayas, vivaient souvent dans un isolement total, perpétuant des traditions millénaires dans l'indifférence générale. Héloïse Lacroix avait 26 ans en 2005. Native de Lyon, elle avait grandi dans une famille de classe moyenne, où l'éducation était une valeur fondamentale. Son père, Jean-Baptiste Lacroix, enseignait l'histoire au lycée Édouard Herriot. Sa mère, décédée d'un cancer quand Héloïse avait 16 ans, avait été bibliothécaire à la Part-Dieu. Cette perte précoce avait marqué profondément la jeune femme, développant chez elle une urgence particulière à donner du sens à sa vie. Brillante étudiante, Héloïse avait obtenu son master d'archéologie à l'université Lumière Lyon 2 avec les félicitations du jury. Sa spécialisation en civilisation précolombienne n'était pas un hasard. Enfant, elle passait des heures devant les documentaires sur les Mayas, fascinée par cette civilisation qui avait développé l'écriture, l'astronomie et les mathématiques dans la jungle tropicale. Son mémoire de master, consacré au système d'irrigation mayas, avait été remarqué par le professeur Henri Monnier, directeur du département d'archéologie précolombienne à la Sorbonne. Physiquement, Héloïse n'était pas particulièrement grande, 1,65 m, mais elle dégageait une énergie contagieuse. Ses cheveux châtains toujours attachés en queue de cheval pratique, ses yeux verts perçants derrière des lunettes rondes, et surtout ce sourire qui illuminait son visage quand elle parlait de ses découvertes. Elle avait ce don rare de rendre passionnant le moindre tesson de céramique ou fragment d'obsidienne. En janvier 2005, le professeur Monnier avait proposé à Héloïse de rejoindre la mission archéologique franco-guatémaltèque sur le site de Yaxmul, dans la réserve de biosphère Maya. Ce site, découvert par imagerie satellite 2 ans plus tôt, promettait d'être l'une des plus importantes découvertes mayas du siècle. Les premières prospections avaient révélé les contours d'une cité de taille considérable, avec des pyramides encore ensevelies sous la végétation. Le projet était financé conjointement par le CNRS français et l'Université de San Carlos au Guatemala. L'équipe internationale comptait une dizaine de chercheurs, partagés entre Français et Guatémaltèques. Pour Héloïse, c'était l'opportunité de sa vie. Participer à la mise au jour d'une cité maya inconnue, potentiellement révolutionnaire pour la compréhension de cette civilisation. Elle était arrivée au Guatemala le 15 février 2005,
par un vol Air France qui l'avait menée de Lyon à Paris, puis Paris à Guatemala Ciudad. De là, un petit avion de ligne intérieure l'avait conduite à Flores. Carmen Valdez, archéologue guatémaltèque de 32 ans, était venue la chercher à l'aéroport. Carmen, diplômée de l'université de San Carlos, parlait un français excellent appris durant ses études à Toulouse. Les deux femmes avaient immédiatement sympathisé. Le campement de Yaxmoul se trouvait à 80 km au nord de Flores, accessible uniquement par une piste défoncée qui serpentait à travers la jungle. Le voyage prenait 3 heures en 4x4 par temps sec, beaucoup plus pendant la saison des pluies. Le site lui-même était un défi logistique permanent. Pas d'électricité, pas de réseau téléphonique, pas d'eau courante. L'équipe vivait sous des tentes militaires, se lavait dans la rivière proche et cuisinait sur des réchauds à gaz. Malgré ces conditions spartiates, Héloïse s'épanouissait. Chaque jour apportait son lot de découvertes, fragments de stèles gravées, outils d'obsidienne, céramique polychrome. Elle tenait un journal méticuleux de ses trouvailles, photographiait chaque objet sous plusieurs angles, relevait précisément leur position GPS. Son expertise croissante en épigraphie maya lui permettait de déchiffrer certaines inscriptions, révélant peu à peu l'histoire de cette cité oubliée. Vers la fin du mois d'août 2005, Héloïse avait commencé à manifester une certaine nervosité. Carmen l'avait remarqué lors de leur conversation du soir, autour du feu de camp. Héloïse posait de plus en plus de questions sur les procédures d'exportation des artefacts, sur les autorisations gouvernementales, sur la destination finale des pièces les plus remarquables. Un soir, elle avait confié à Carmen ses préoccupations. « Tu ne trouves pas étrange que certaines pièces disparaissent du catalogage? Cette stèle de jade qu'on a trouvée la semaine dernière, elle n'est plus dans les caisses de stockage. » Carmen avait tenté de la rassurer, évoquant des problèmes de classement. Mais Héloïse semblait de plus en plus soucieuse. Le professeur Monnier effectuait des allers-retours réguliers entre la France et le Guatemala. À chaque visite, il sélectionnait personnellement les pièces les plus importantes pour études approfondies en France. Il avait tous les papiers officiels, toutes les autorisations nécessaires. Mais Héloïse commençait à s'interroger sur ces procédures qu'elle trouvait inhabituellement expéditives. Le mardi 4 octobre 2005 restera à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui connaissaient Héloïse Lacroix. Ce jour-là, elle s'était levée à l'aube comme à son habitude, avait pris son petit déjeuner avec l'équipe et avait annoncé son intention d'explorer un secteur inexploré du site, à environ 2 km du campement principal. Carmen se souvient parfaitement de leur dernière conversation. Héloïse voulait vérifier une hypothèse sur l'extension nord de la cité. Elle avait repéré sur les photos satellites ce qui ressemblait à des structures enfouies. Elle était très excitée. Elle disait que ça pourrait changer notre compréhension de l'urbanisme maya. Héloïse était partie seule vers 9 heures du matin, équipée de son matériel habituel, appareil photo, carnet de notes, GPS, machette, bouteille d'eau et ration pour la journée. Elle avait prévu de revenir avant 16 heures, à temps pour la réunion d'équipe quotidienne. C'était une procédure standard. Une personne ne s'aventurait jamais seule dans la jungle, sans prévenir de son itinéraire et de son heure de retour prévue. 16 heures sont arrivées, puis 17 heures. Héloïse n'était toujours pas revenue. Carmen avait tenté de la joindre sur la radio portable, sans succès. La couverture radio était aléatoire dans la jungle dense, mais l'inquiétude montait. À 18 heures, le professeur Monnier avait décidé de lancer les recherches. L'équipe s'était divisée en 3 groupes pour ratisser la zone où Héloïse était censée se rendre. Ils avaient crié son nom jusqu'à perdre la voix, fouillé chaque buisson, chaque ravine. La nuit était tombée sans qu'ils trouvent de la moindre trace de leurs collègues. Dans la jungle guatémaltèque, l'obscurité arrive brutalement vers 18h30, rendant toute recherche impossible et dangereuse. Cette première nuit avait été la plus longue de la vie de Carmen. Allongée dans sa tente, elle écoutait les bruits de la jungle en espérant entendre la voix d'Héloïse. Les hurlements des singes araignées, les croassements des grenouilles, le bruissement constant de la végétation.
mais jamais la voix de son ami. Le lendemain matin, le professeur Monnier avait pris contact avec les autorités guatémaltèques. L'inspecteur Miguel Santos de la police nationale civile avait été dépêché depuis Flores avec une équipe de 6 hommes. Santos, un homme de 45 ans au visage buriné par le soleil tropical, connaissait bien la région. Il avait déjà géré plusieurs cas de touristes perdus dans la jungle du Petén avec des issues variables. Les recherches officielles avaient duré 12 jours. L'équipe de Santos avait ratissé un périmètre de 15 km² autour du campement, utilisant des chiens pisteurs venus spécialement de Guatemala Ciudad. L'hélicoptère de la force aérienne avait survolé la zone pendant des heures, ses occupants scrutant la canopée à la recherche du moindre indice. Le seul élément trouvé avait été découvert le 5e jour. L'appareil photo d'Héloïse, un Canon EOS 300D, retrouvé au bord d'un petit cours d'eau à 3,5 km du campement. L'appareil était intact mais vide. Quelqu'un avait retiré la carte mémoire. Cette découverte avait orienté les recherches vers cette zone, mais aucune autre trace n'avait été trouvée. L'inspecteur Santos avait interrogé longuement chaque membre de l'équipe. Tous confirmaient qu'Héloïse semblait normale ce matin-là, peut-être un peu plus silencieuse que d'habitude, mais rien d'alarmant. Personne n'avait remarqué de comportement suspect ou de conflit particulier. Le rapport final de la police guatémaltèque, daté du 16 octobre 2005, concluait à un accident. Selon cette version officielle, Héloïse Lacroix s'était probablement perdue dans la jungle, avait chuté dans un ravin ou une cenote, ces gouffres naturels remplis d'eau typiques de la région calcaire du Yucatan. La jungle du Petén était truffée de ces pièges naturels, souvent dissimulés sous la végétation. L'hypothèse de l'enlèvement avait été écartée faute de demandes de rançon et de témoins. Celle d'une attaque par la faune locale, jaguars, serpents venimeux, était possible, mais peu probable selon les experts. Les restes de victimes d'attaques animales étaient généralement retrouvés. Pour l'administration française, Héloïse Lacroix était officiellement décédée, présumée morte par accident en territoire étranger. Son père, Jean-Baptiste, avait fait le voyage au Guatemala pour superviser personnellement les derniers jours de recherche. Il était reparti en France le 20 octobre, brisé par la disparition de sa fille unique. Pour Carmen, la disparition d'Héloïse avait transformé sa vie en cauchemar. Elle se reprochait de l'avoir laissée partir seule, d'avoir accepté cette exploration en solo. Les mois qui avaient suivi avaient été marqués par l'insomnie, l'angoisse et une culpabilité dévorante. Elle avait quitté le projet Yaxmoul 2 semaines après la disparition. Impossible de continuer à travailler sur ce site qui lui rappelait constamment son ami disparu. Elle était retournée à Guatemala Ciudad, avait trouvé un poste au Musée national d'archéologie. Un travail de bureau, loin de la jungle, loin des souvenirs. Carmen avait tenté de maintenir le contact avec la famille d'Héloïse. Elle écrivait régulièrement à Jean-Baptiste, lui envoyait des photos du Guatemala qu'Héloïse aimait tant. Ces lettres étaient pour elle une façon de maintenir vivante la mémoire de son ami, de ne pas l'abandonner une seconde fois. À Lyon, Jean-Baptiste Lacroix était devenu l'ombre de lui-même. Ses collègues du lycée Édouard Herriot avaient remarqué le changement radical. Cet homme, autrefois jovial et passionné par son enseignement, était devenu taciturne, distant. Ses cours d'histoire, jadis vivants et captivants, étaient devenus mécaniques. Il avait transformé l'ancienne chambre d'Héloïse en bureau d'enquête. Les murs étaient couverts de cartes du Guatemala, de photos du site de Yaxmoul, de correspondances avec les autorités locales. Il avait appris l'espagnol pour pouvoir communiquer directement avec les contacts sur place, refusant de dépendre d'intermédiaires. Jean-Baptiste entretenait une correspondance régulière avec l'inspecteur Santos. Chaque mois, il envoyait des lettres demandant des nouvelles de l'enquête, proposant de financer de nouvelles recherches. Santos répondait poliment mais fermement. Le dossier était clos. Aucun élément nouveau n'était apparu. En 2008, 3 ans après la disparition, Jean-Baptiste avait utilisé ses économies pour retourner au Guatemala. Il avait embauché un guide local et passé 2 semaines à explorer personnellement la jungle autour de Yaxmoul.
Ce voyage l'avait épuisé physiquement et moralement, sans apporter de réponse. Le projet Yaxmoul avait continué malgré la tragédie, mais l'atmosphère n'était plus la même. Le professeur Monnier avait renforcé les mesures de sécurité. Interdiction de sortir seul, radio obligatoire, contrôles horaires stricts. L'insouciance des premiers mois avait cédé place à une vigilance permanente. Plusieurs membres de l'équipe avaient demandé leur mutation. La jungle, autrefois terrain d'aventure et de découverte, était devenue menaçante. Chaque bruit suspect, chaque absence prolongée réveillait l'angoisse collective. Le professeur Monnier lui-même semblait affecté. Cet homme, habituellement sûr de lui, manifestait une nervosité nouvelle. Il multipliait les allers-retours en France, déléguant de plus en plus la direction sur place à ses assistants. Les années avaient passé sans apporter de réponse. L'affaire Héloïse Lacroix était devenue un de ces mystères non résolus qui hantent les familles et marquent les communautés. Dans les milieux archéologiques français, on évoquait parfois son nom avec respect et tristesse, cette brillante jeune femme fauchée en pleine ascension. Carmen avait progressivement repris goût à la vie. En 2009, elle avait rencontré Roberto, un journaliste de Prensa Libre. Ils s'étaient mariés en 2011 et avaient eu un fils, Diego, en 2012. Mais même dans ces moments de bonheur, l'ombre d'Héloïse planait. Carmen parlait souvent de son ami disparu à Roberto, lui montrait les photos de leur époque commune sur le site. En France, Jean-Baptiste avait officiellement fait son deuil. Il avait organisé une cérémonie commémorative en 2010, 5 ans après la disparition. Une plaque à la mémoire d'Héloïse avait été installée dans le petit cimetière de Caluire et Cuire où reposait sa mère. Héloïse Lacroix, 1979-2005 archéologue, disparue au Guatemala au service de la science. Mais au fond de lui, Jean-Baptiste n'avait jamais accepté l'explication officielle. Trop d'éléments lui paraissaient incohérents. Pourquoi l'appareil photo avait-il été retrouvé vide? Comment une archéologue expérimentée pouvait-elle se perdre à seulement quelques kilomètres d'un site qu'elle connaissait parfaitement? Et surtout, pourquoi n'avait-on jamais retrouvé le moindre reste, le moindre vêtement? Le vendredi 23 octobre 2014, exactement 9 ans jour pour jour après la disparition, Carmen naviguait sur Facebook depuis son bureau du Musée national d'archéologie de Guatemala Ciudad. C'était sa pause de midi, un moment qu'elle consacrait souvent aux réseaux sociaux pour décompresser. Elle scrollait distraitement quand une publication de l'ONG Manos Unidas para Guatemala avait attiré son attention. Cette petite organisation humanitaire, basée dans le village de San Benito, près du lac Petén Itzá, publiait régulièrement des photos de ses actions, distribution de vivres, campagne de vaccination, construction d'écoles. La photo qu'il avait stoppée net montrait une femme européenne, la trentaine, cheveux châtains attachés, souriant au milieu d'un groupe d'enfants guatémaltèques. La légende indiquait « Notre coordinatrice, Maria Esperanza, distribue des fournitures scolaires dans le village de Dos Lagunas. Merci à tous nos donateurs. » Carmen avait fixé l'écran, le cœur battant. Cette femme, ce visage, elle avait immédiatement zoomé sur la photo. Malgré les 9 années écoulées, malgré les cheveux plus courts et quelques rides nouvelles, elle était certaine de reconnaître Héloïse Lacroix. Ses mains tremblaient en prenant des captures d'écran. Elle avait cherché d'autres photos sur la page de l'ONG, trouvé 3 autres publications où apparaissait cette Maria Esperanza. Sur l'une d'elles, datée de juillet 2014, on la voyait en compagnie du directeur de l'ONG, un certain pasteur Eduardo Morales. La bio indiquait qu'elle travaillait pour l'organisation depuis 2006. Depuis 2006, une année après la disparition officielle d'Héloïse, Carmen avait passé le reste de l'après-midi à analyser chaque détail des photos. Elle avait comparé avec d'anciennes photos d'Héloïse sauvegardées sur son ordinateur. La forme du visage, la position des yeux, cette façon particulière de sourire légèrement de côté, tous les détails concordaient. Elle avait agrandi les images, cherché des éléments distinctifs. Sur une photo prise en extérieur, elle avait repéré une petite cicatrice sur l'avant-bras gauche de Maria Esperanza.
Héloïse avait exactement la même cicatrice, souvenir d'une chute en vélo pendant son enfance. Le soir même, Carmen avait appelé Roberto. « J'ai trouvé Héloïse », lui avait-elle dit sans préambule. Roberto, habitué aux obsessions de sa femme concernant son ami disparu, avait d'abord cru à une nouvelle fausse piste. Mais quand Carmen lui avait montré les photos, son scepticisme s'était évanoui. « C'est elle », avait-il murmuré. « Bon Dieu, Carmen, c'est vraiment elle. » Carmen savait qu'elle devait agir avec prudence. Si Héloïse avait choisi de disparaître volontairement, il devait y avoir une raison grave. La contacter directement pourrait la mettre en danger ou ruiner des années d'efforts. Elle avait commencé par se renseigner sur l'ONG Manos Unidas para Guatemala. L'organisation existait officiellement depuis 2004, était dirigée par le pasteur évangélique Eduardo Morales et intervenait principalement dans les villages isolés du Pétain. Leur financement provenait d'églises évangéliques américaines et de dons privés. Carmen avait trouvé l'adresse de l'ONG, un petit bureau dans le centre de San Benito, à 15 minutes en voiture de Flores. Le week-end suivant, elle avait prétexté une visite touristique au lac Petenitza pour s'y rendre avec Roberto et leur fils Diego. San Benito était une bourgade poussiéreuse de 15 000 habitants située sur la rive sud du lac. Le bureau de Manos Unidas occupait le rez-de-chaussée d'un petit bâtiment de béton peint en bleu ciel. Une pancarte indiquait les heures d'ouverture. Du lundi au vendredi, de 8h à 16h, Carmen et Roberto s'étaient installés dans un café en face et avaient attendu. Vers 14h, ils avaient vu sortir une femme correspondant au signalement de Maria Esperanza. De loin, Carmen n'arrivait pas à être certaine, mais la démarche, la silhouette, tout lui rappelait Héloïse. Les semaines suivantes, Carmen avait mené une enquête minutieuse, tout en maintenant sa routine habituelle au musée. Elle utilisait ses connexions professionnelles pour obtenir des informations sans éveiller les soupçons. Par un collègue travaillant au registre civil de Flores, elle avait appris que Maria Esperanza Gutiérrez était officiellement enregistrée comme citoyenne guatémaltèque depuis 2006. Son lieu de naissance était indiqué comme étant le village reculé de La Technica, dans la municipalité de Dolores. Un endroit si isolé que les registres d'état civil y étaient approximatifs, rendant la vérification pratiquement impossible. Carmen avait également découvert que Maria Esperanza avait un compte bancaire à la Ban rurale de Flores, ouvert en février 2006, avec un dépôt initial de 15 000 quetzals, environ 2 000 $ américains. Pas une fortune, mais suffisant pour commencer une nouvelle vie modestement. Les relevés montraient des virements réguliers de l'ONG pour son salaire, ainsi que des transferts occasionnels vers des comptes d'organisations humanitaires locales. Plus Carmen creusait, plus certains détails l'interpellaient. Maria Esperanza parlait un espagnol parfait, certes, mais avec un accent subtil que les locaux attribuaient à ses origines supposées dans l'est du pays. Cependant, Carmen reconnaissait parfois des expressions françaises traduites littéralement, des tournures de phrases qui trahissaient une langue maternelle européenne. Un ancien membre de l'ONG, rencontré par hasard dans un bar de Flores, lui avait confié que Maria était arrivée avec des connaissances surprenantes en archéologie et en histoire précolombienne. Elle savait des choses sur les Mayas que même nos guides touristiques ignorent, avait-il dit. Le pasteur Eduardo était impressionné par sa culture. Carmen avait aussi remarqué que Maria Esperanza évitait soigneusement les zones touristiques fréquentées par les Occidentaux. L'ONG intervenait exclusivement dans des villages reculés où la probabilité de croiser des Européens ou des Américains était quasi nulle. Une prudence qui semblait délibérée. En novembre 2014, Carmen avait pris une décision risquée. Elle avait créé un faux profil Facebook sous le nom de Ana Mendez, se présentant comme une enseignante de Guatemala Ciudad, intéressée par le travail humanitaire. Elle avait contacté l'ONG pour proposer ses services bénévoles durant les vacances scolaires. Le pasteur Eduardo Morales avait répondu favorablement. L'ONG manquait toujours de volontaires qualifiés, et le profil d'Anna,
institutrice avec expérience en zone rurale, correspondait parfaitement à leurs besoins. Un rendez-vous avait été fixé pour le samedi 15 novembre au bureau de San Benito. Carmen avait soigneusement préparé sa couverture. Elle avait emprunté la voiture de sa sœur pour ne pas être reconnue, changé sa coiffure habituelle, porté des vêtements différents de son style habituel. L'objectif était d'observer Maria Esperanza de près, sans se faire identifier. Le rendez-vous s'était déroulé dans le petit bureau encombré de l'ONG. Le pasteur Morales, un homme de 50 ans au sourire chaleureux, avait présenté son équipe. Quand Maria Esperanza était entrée dans la pièce, Carmen avait eu un choc. C'était indéniablement Héloïse. 9 ans plus tard, avec quelques rides de plus, les cheveux légèrement plus courts et une peau hâlée par le soleil tropical. Mais c'était bien elle. Sa façon de pencher légèrement la tête quand elle réfléchissait, ce geste machinal de remonter ses lunettes sur son nez, même sa manière de sourire en coin. Aucun doute possible. Pendant l'entretien d'1 heure, Carmen avait observé chaque détail. Maria Héloïse parlait de son travail avec une passion évidente. Elle coordonnait les programmes éducatifs dans une 12aine de villages, formait les enseignants locaux, organisait les distributions de matériel scolaire. Son dévouement semblait authentique, loin d'être une simple couverture. À plusieurs reprises, Carmen avait tenté de tester ses réactions. Quand elle avait mentionné avoir étudié l'archéologie à l'université, Maria avait manifesté un intérêt poli, mais contrôlé. Aucun signe de reconnaissance, aucune émotion particulière. Si c'était bien Héloïse, elle maîtrisait parfaitement son personnage. Le soir même, Carmen avait appelé un contact à l'ambassade de France, à Guatemala Ciudad. Sous prétexte d'une recherche généalogique pour une amie française, elle avait demandé s'il était possible de vérifier les mouvements de passeport. La réponse avait été claire. Ce type d'information était confidentiel et nécessitait une procédure judiciaire officielle. Frustrée par cette impasse, Carmen avait alors contacté directement Jean-Baptiste Lacroix. Elle lui avait envoyé un email prudent, expliquant qu'elle menait des recherches personnelles sur la disparition d'Héloïse et qu'elle avait découvert des éléments intrigants. Elle demandait s'il accepterait un appel téléphonique pour en discuter. La réponse de Jean-Baptiste était arrivée le lendemain matin. Il était prêt à entendre tout ce que Carmen avait à dire, même les pistes les plus improbables. 9 ans après la disparition, il restait convaincu que la version officielle cachait quelque chose. L'appel téléphonique avait duré 2 heures. Carmen avait expliqué sa découverte, envoyé les captures d'écran par email, détaillé ses observations. Jean-Baptiste avait écouté en silence, posant parfois des questions précises. À la fin de la conversation, sa voix tremblait d'émotions contenues. « Carmen, si c'est vraiment elle, si ma fille est vivante, il faut que je vienne au Guatemala. Je dois la voir de mes propres yeux. » Carmen l'avait supplié d'attendre. Une apparition soudaine du père d'Héloïse risquait de tout compromettre. Si Héloïse avait des raisons de se cacher, elle pourrait disparaître à nouveau, définitivement cette fois. Ils avaient élaboré ensemble un plan plus subtil. Jean-Baptiste enverrait à Carmen des photos d'Héloïse enfant et adolescente, des détails physiques que seule sa fille pourrait avoir. Une cicatrice particulière, un grain de beauté spécifique, une malformation dentaire corrigée par un appareil. Carmen utiliserait sa position de bénévole pour observer Maria Esperanza de plus près, chercher ses signes distinctifs lors des missions sur le terrain. Si la confirmation était positive, ils décideraient ensemble de la marche à suivre. En attendant, Jean-Baptiste promettait de garder le secret absolu. Pas un mot aux autorités françaises ou guatémaltèques tant qu'il n'aurait pas de certitude absolue. L'enjeu était trop important pour risquer une erreur. En décembre 2014, Carmen avait participé à sa première mission avec l'ONG sous son identité d'Ana Mendez. Destination: le village de Dos Lagunas, une communauté de 200 habitants située à 3 heures de piste de Flores. L'objectif était de distribuer des fournitures scolaires et d'évaluer les besoins éducatifs pour l'année suivante. Le voyage s'effectuait dans 2 pick-up Toyota 4x4 chargés de matériel. Carmen partageait le véhicule avec Maria Esperanza et 2 autres bénévoles locaux.
Pendant les 3 heures de route chaoteuse, elle avait pu observer son ancienne amie sans contrainte. Maria racontait l'histoire des villages qu'ils traversaient, expliquait les défis de développement de la région, parlait avec tendresse des enfants qu'ils allaient aider. Son engagement semblait total, sa connaissance du terrain impressionnante. Rien ne laissait transpirer qu'elle menait une double vie. À un moment, en négociant un virage particulièrement difficile, Maria avait instinctivement posé sa main sur le tableau de bord pour se stabiliser. Carmen avait aperçu la petite cicatrice en forme de croissant sur son avant-bras gauche, exactement la même que sur les photos d'enfance qu'avait envoyées Jean-Baptiste. La probabilité d'une coïncidence devenait astronomiquement faible. Le retour à Guatemala Ciudad avait été silencieux. Carmen réfléchissait aux implications de sa découverte. Devait-elle contacter immédiatement la police, prévenir Jean-Baptiste, ou tenter d'abord d'entrer en contact avec Héloïse pour comprendre ses motivations? Si elle a voulu disparaître, c'est qu'elle avait une bonne raison, avait finalement dit Roberto. Peut-être qu'elle était en danger, peut-être qu'elle l'est encore. Carmen était déchirée. D'un côté, Jean-Baptiste méritait de savoir que sa fille était vivante. De l'autre, révéler l'information pourrait compromettre la sécurité d'Héloïse et ruiner ce qui semblait être une nouvelle vie soigneusement construite. Elle avait décidé de mener sa propre enquête avant de prendre une décision définitive. Elle devait comprendre pourquoi Héloïse avait choisi de disparaître, ce qu'elle faisait réellement depuis 9 ans, et si elle était en sécurité sous son identité d'emprunt. Mais plus troublant encore, pendant la mission à Dos Lagunas, Carmen avait remarqué quelque chose d'étrange. Maria Esperanza portait au cou un pendentif qu'elle gardait soigneusement caché sous ses vêtements. Carmen n'avait entrevu qu'un éclat doré, mais la forme lui avait paru familière. Un petit jaguar stylisé en or, typique de l'art précolombien. Exactement le type d'artefact que l'équipe de Yaxmoul avait découvert 9 ans plus tôt. Cette nuit-là, Carmen n'avait pas fermé l'œil. Dans l'obscurité de sa chambre, elle repensait à toutes ces années de culpabilité et de questionnement. Son amie était vivante. Quelque part dans la jungle guatémaltèque, Héloïse Lacroix continuait d'exister sous le nom de Maria Esperanza. Mais pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui l'avait poussée à abandonner sa famille, sa carrière, sa vie entière pour recommencer de zéro dans l'anonymat? Le pendentif suggérait un lien avec leur ancien travail archéologique. Héloïse avait-elle découvert quelque chose de si grave qu'elle avait préféré mourir officiellement plutôt que de révéler la vérité? Le mercredi 14 janvier 2015, Carmen avait pris sa décision. 3 mois d'observation l'avaient convaincue qu'une confrontation directe était inévitable. Elle ne pouvait plus supporter cette situation. Jean-Baptiste souffrait de ne pas savoir. Maria Héloïse vivait dans un mensonge permanent et elle-même portait un secret qui l'épuisait moralement. L'occasion s'était présentée lors d'une mission dans le village de Yaxa, ironiquement situé près d'un autre site archéologique maya. Carmen et Maria devaient y passer 2 jours pour former des enseignants locaux. Le trajet de retour, prévu pour le vendredi après-midi, leur laisserait plusieurs heures seuls dans le véhicule. Pendant la première journée, Carmen avait observé Maria interagir avec les enfants et les adultes du village. Son dévouement était authentique, sa patience infinie. Elle parlait quelques mots de maya quechua avec les anciens, traduisait patiemment entre l'espagnol et la langue locale. Cette femme avait trouvé sa place ici, elle était aimée et respectée. Le vendredi soir, sur la route du retour, Carmen avait attendu d'être assez loin du village pour entamer la conversation. La nuit tropicale tombait rapidement, et elle roulait dans l'obscurité ponctuée seulement par les phares du véhicule. « Maria !» avait commencé Carmen en espagnol. « J'ai quelque chose d'important à te dire. »« Qu'est-ce qu'il y a, Anna ? Tu sembles préoccupée depuis ce matin. » Carmen avait pris une profonde inspiration avant de continuer en français. « Je pense qu'il est temps d'arrêter ce jeu, Héloïse. » Le véhicule avait fait une embardée. Maria Héloïse avait serré le volant, redressé la trajectoire, puis s'était garée sur le bas-côté. Dans l'obscurité de l'habitacle, seuls les bruits de la jungle environnante troublaient le silence.
Je ne comprends pas ce que tu dis, avait murmuré Maria en espagnol, mais sa voix tremblait. Si, tu comprends très bien. Tu t'appelles Héloïse Lacroix, tu as 35 ans, tu es née à Lyon et ton père Jean-Baptiste te cherche depuis 9 ans. Carmen parlait maintenant en français, d'une voix douce mais ferme. Je suis Carmen Valdez. Nous avons travaillé ensemble sur le site de Yaxmoul. Les faits avaient été immédiats. Maria et Héloïse s'étaient effondrées sur le volant, secouées de sanglots silencieux. Plusieurs minutes s'étaient écoulées avant qu'elle relève la tête. « Comment m'as-tu trouvé ?» Sa voix était maintenant celle d'Héloïse, avec l'accent français que Carmen reconnaissait si bien. « Facebook, tu étais sur une photo de l'ONG en octobre dernier. » Héloïse avait fermé les yeux, comme si elle mesurait l'ampleur de sa négligence. « J'avais dit au pasteur Eduardo de ne jamais publier de photos de moi. Mais ce jour-là, il était si fier de notre action. » Dans l'habitacle de la voiture garée au bord de cette route perdue, Héloïse avait commencé à raconter son histoire, sa vraie histoire, cachée pendant 9 longues années. « Tu te souviens de mes questions sur les artefacts qui disparaissaient du catalogage ? J'avais raison de m'inquiéter. Le professeur Monnier dirigeait un réseau de trafic d'antiquités mayas. Les plus belles pièces de nos fouilles ne finissaient jamais dans les musées officiels. » Carmen écoutait, abasourdie. Elle se rappelait les allers-retours fréquents de Monnier, ses sélections personnelles d'artefacts, ses autorisations d'exportation qui semblaient effectivement expéditives. J'avais commencé à prendre des photos secrètes de tout ce qu'il emportait. J'ai découvert qu'il avait des contacts avec des collectionneurs privés en Europe et aux États-Unis. Des musées respectables achetaient aussi des pièces sans poser trop de questions sur leur provenance. Héloïse avait sorti de son sac un petit carnet usé. Tout est là-dedans. Nom, date, description, photo. 9 ans de documentation sur un trafic qui détruit le patrimoine guatémaltèque. Elle avait expliqué comment, le fameux 4 octobre 2005, elle était effectivement partie explorer la zone nord du site. Mais son véritable objectif était de récupérer un cache d'artefacts que Monnier avait dissimulé en attendant son prochain voyage en France. J'avais tout photographié, tout documenté. Je voulais alerter les autorités, dénoncer le trafic. Mais ce soir-là, en revenant au campement, j'ai surpris une conversation entre Monnier et un homme que je ne connaissais pas, un Guatémaltèque en costume, visiblement haut placé. Il parlait de moi. L'homme en question était un responsable du ministère de la Culture guatémaltèque, complice du trafic depuis des années. Il avait appris qu'Héloïse posait trop de questions, prenait trop de photos. Monnier était inquiet. J'ai entendu Monnier dire « Cette petite Française devient un problème. Elle en sait trop. » L'autre a répondu « Les accidents arrivent, professeur. La jungle est dangereuse. » Héloïse avait compris qu'elle était en danger mortel. Ces hommes étaient prêts à la tuer pour protéger leur trafic. Elle avait alors pris la décision la plus difficile de sa vie. Disparaître volontairement pour sauver sa peau et continuer son enquête dans l'ombre. J'avais préparé mon évasion en quelques heures. J'ai abandonné mon appareil photo au bord de la rivière, après avoir retiré la carte mémoire. J'avais sur moi mes économies personnelles et les preuves du trafic. Un guide local que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt m'a aidé à gagner un village isolé. Ce guide, Miguel Zoll, était un Maya Quechí, qui connaissait tous les sentiers de la jungle. Indigné par le pillage des sites ancestraux de son peuple, il avait accepté d'aider Héloïse à disparaître et à créer une nouvelle identité. Miguel m'a présenté à sa sœur qui travaillait au registre civil de la Technica. Moyennant une somme modeste, elle a créé l'identité de Maria Esperanza Gutiérrez, née dans ce village reculé où personne ne vérifie jamais rien. Pendant les premiers mois, Héloïse avait vécu cachée chez des familles mayas qui la protégeaient. Elle avait appris l'espagnol parfaitement, s'était familiarisée avec la culture locale, avait changé d'apparence physique. En février 2006, elle était devenue officiellement Maria Esperanza. « Pourquoi l'ONG ?» avait demandé Carmen. « Pour continuer mon enquête. Le pasteur Eduardo était un homme intègre. Son organisation me donnait une couverture parfaite. Je pouvais circuler dans toute la région sans éveiller les soupçons, documenter la suite du trafic, identifier les nouveaux sites pillés.
Héloïse avait expliqué comment elle avait rejoint l'organisation. En mars 2006, elle s'était présentée au pasteur Morales comme une Guatémaltèque éduquée, souhaitant consacrer sa vie au service de son peuple. Son niveau d'éducation, ses connaissances en histoire précolombienne et sa motivation évidente avaient immédiatement convaincu le pasteur. Eduardo ne pose jamais de questions indiscrètes. Pour lui, Dieu guide les bonnes personnes vers son œuvre. Il a accepté que je préfère garder le silence sur mon passé douloureux. Une famille détruite par la violence, des souvenirs qu'il valait mieux oublier. Il a respecté mon besoin de discrétion. Les premières années avaient été les plus difficiles. Héloïse devait constamment veiller à ne pas éveiller les soupçons tout en menant son enquête. Elle avait développé un système complexe pour documenter le trafic sans se faire remarquer. Je me déplaçais officiellement pour les missions de l'ONG, mais j'en profitais pour visiter les sites archéologiques de la région. Sous prétexte d'activités éducatives avec les enfants, je photographiais discrètement les zones pillées, je parlais avec les communautés locales. Les villageois mayas étaient souvent témoins des pillages nocturnes, mais n'osaient ne pas en parler ouvertement. La pauvreté les rendait parfois complices malgré eux. Quelques centaines de quetzals pour servir de guide aux pilleurs représentaient plusieurs mois de revenus. Peu à peu, ils m'ont fait confiance. Maria Esperanza était une des leurs. Elle parlait leur langue, respectait leurs traditions. Ils ont commencé à me raconter ce qu'ils voyaient. Les hélicoptères qui venaient la nuit, les hommes en costume qui emportaient des pierres sculptées, les menaces contre ceux qui parlaient trop. Héloïse avait reconstitué méthodiquement le réseau. Monnier avait étendu ses activités bien au-delà de Yaxmoul. Il coordonnait maintenant le pillage de plusieurs sites, employant des équipes locales pour les fouilles clandestines, utilisant des hélicoptères privés pour transporter les pièces les plus volumineuses. Le plus révoltant, c'est qu'il continuait à diriger des missions archéologiques officielles. Il utilisait sa position académique pour repérer de nouveaux sites, puis revenait les piller quelques mois plus tard. Une fois les meilleures pièces volées, il organisait parfois des fouilles légales sur les mêmes sites, prétendant découvrir des vestiges de second ordre. Le système était d'une cynisme absolu. Monnier publiait des articles scientifiques sur des sites qu'il avait lui-même saccagés, omettant bien sûr de mentionner les pièces les plus remarquables qu'il avait déjà vendues. Sa réputation internationale lui permettait d'authentifier les artefacts volés, facilitant leur vente aux collectionneurs. J'ai identifié au moins 3 galeries parisiennes qui écoulaient sa marchandise. Des établissements respectables du 7e arrondissement qui vendaient des pièces de collection privées à des prix astronomiques. Un masque funéraire en jade que nous avions catalogué à Yaxmoul s'est retrouvé dans une vente aux enchères à Drouot en 2008. Pendant 9 ans, sous l'identité de Maria Esperanza, Héloïse avait méthodiquement recensé les activités illégales. Elle avait photographié des dizaines de sites saccagés, identifié des réseaux de pilleurs locaux, suivi la trace d'artefacts jusqu'aux collectionneurs internationaux grâce à un réseau de contacts qu'elle avait patiemment développé. J'avais des alliés partout, des guides touristiques qui me signalaient les fouilles suspectes, des employés d'aéroports qui me prévenaient des chargements inhabituels, même quelques antiquaires européens qui s'inquiétaient de l'origine douteuse de certaines pièces. Le plus difficile avait été de documenter la chaîne complète, depuis les sites pillés jusqu'aux acheteurs finaux. Héloïse avait créé un système de code pour identifier chaque artefact, photographiant discrètement les pièces à différentes étapes de leur parcours illégal. J'ai la preuve que le trafic a continué après ma mort, même qu'il s'est intensifié. Monnier et ses complices ont pillé au moins 15 sites majeurs entre 2006 et 2014. Des pièces d'une valeur inestimable ont disparu à jamais du patrimoine guatémaltèque pour finir dans des collections privées ou des musées peu scrupuleux. Le pendentif en or qu'elle portait était justement un de ces artefacts, récupéré chez un pilleur local avant qu'il ne soit vendu à l'étranger. Chaque pièce que je sauve est une victoire. J'en ai récupéré 43 jusqu'à présent, que je garde cachés en attendant de pouvoir les restituer officiellement aux autorités guatémaltèques. Carmen écoutait,
fasciné et horrifié par l'ampleur du réseau criminel que décrivait son ami. « Comment as-tu fait pour tenir si longtemps? Psychologiquement, je veux dire, vivre dans le mensonge permanent, loin de ta famille. » Héloïse avait eu un sourire triste. « Les premières années ont été terribles. Je pleurais tous les soirs en pensant à papa. Mais quand j'ai vu l'ampleur des destructions, j'ai compris que je ne pouvais pas abandonner. Ces sites, ces objets, c'est l'âme du peuple maya. Si personne ne les protège, ils disparaîtront à jamais. » Dans cette voiture arrêtée au milieu de la nuit guatémaltèque, Carmen mesurait l'ampleur du sacrifice d'Héloïse. Cette femme avait renoncé à tout, famille, carrière, identité, pour protéger le patrimoine culturel d'un peuple qui n'était même pas le sien. « Ton père souffre, Héloïse. Il ne s'est jamais remis de ta disparition. Il mérite de savoir que tu es vivante. » Héloïse avait hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, pas un jour ne passe sans que je pense à lui, mais si je révèle mon identité maintenant, tout mon travail sera perdu. Monnier et ses complices effaceront les preuves, changeront leur méthode. Le trafic continuera. » Elle avait montré à Carmen le contenu de son carnet, des centaines de pages de notes, de photos, de témoignages. Un dossier accablant qui pourrait envoyer Monnier et ses complices en prison pour des décennies. J'ai presque terminé. Encore quelques mois pour documenter la dernière partie du réseau, identifier les acheteurs finaux en Europe. Après, je pourrai révéler l'existence de Maria Esperanza et faire éclater la vérité. Carmen était confrontée au choix le plus difficile de sa vie. D'un côté, un père en souffrance qui méritait de retrouver sa fille. De l'autre, une mission noble qui pourrait sauver des trésors archéologiques irremplaçables. « Donne-moi 6 mois », avait supplié Héloïse. « 6 mois pour terminer mon enquête. Après, j'appellerai moi-même mon père. Je lui expliquerai tout, et nous dénoncerons ensemble le trafic aux autorités françaises et guatémaltèques. » Après une longue réflexion, Carmen avait accepté. Mais à une condition. Elle tiendrait Jean-Baptiste informé, sans révéler les détails qui pourraient de compromettre l'enquête. Il saurait que sa fille était vivante, en sécurité, et qu'elle le contacterait bientôt. Le 23 juin 2015, exactement 6 mois après leur confrontation nocturne, Héloïse Lacroix avait tenu sa promesse. Elle avait appelé son père depuis le bureau de l'ambassade de France à Guatemala Ciudad, où elle s'était présentée sous sa véritable identité. La conversation avait duré 3 heures. Jean-Baptiste avait pleuré, ri, crié sa joie et sa colère. Sa fille était vivante. 10 ans après sa disparition, elle revenait d'entre les morts avec une histoire incroyable et des preuves qui allaient faire sensation. Le dossier constitué par Héloïse avait été transmis simultanément à la justice française et guatémaltèque. Le professeur Monnier avait été arrêté à son domicile parisien en possession de plusieurs artefacts mayas de grande valeur. L'enquête qui avait suivi avait démantelé un réseau international impliquant des musées, des galeries d'art et des collectionneurs privés dans 5 pays. Héloïse était retournée en France en septembre 2015 pour témoigner dans le procès. Mais après quelques mois à Lyon avec son père, elle était repartie au Guatemala. Maria Esperanza avait trouvé sa vraie place parmi les communautés mayas du Pétain. Aujourd'hui, elle dirige officiellement l'ONG Patrimoine Maya, qu'elle a créée avec l'aide du pasteur Eduardo. L'organisation se consacre à la protection des sites archéologiques et à l'éducation des communautés locales sur la valeur de leur héritage ancestral. Jean-Baptiste lui rend visite 2 fois par an. Il a même appris l'espagnol pour pouvoir communiquer avec les gens qui protègent sa fille. Parfois, il l'accompagne dans ses missions, découvrant avec émerveillement cette civilisation maya qui a transformé la vie d'Héloïse. Carmen, elle, a retrouvé la paix. Elle travaille maintenant avec Héloïse sur plusieurs projets de conservation, heureuse d'avoir contribué à révéler la vérité. Leur amitié, brisée par 9 années de mensonges involontaires, s'est reconstituée plus forte qu'avant. L'affaire du trafic d'antiquités mayas reste l'un des plus grands scandales archéologiques du XXIe siècle. Grâce au courage d'une jeune femme qui a accepté de mourir pour sauver l'héritage d'un peuple,
Des centaines d'artefacts ont été récupérés et sont maintenant exposés dans les musées du Guatemala. Mais la leçon la plus importante de cette histoire n'est pas archéologique. Elle nous enseigne que parfois, les plus grands sacrifices personnels sont motivés par les causes les plus nobles. Héloïse Lacroix avait choisi de renoncer à son identité pour servir quelque chose de plus grand qu'elle. Dans un monde où l'individualisme domine, son geste rappelle que certaines valeurs méritent qu'on leur sacrifie même sa propre vie. Ce cas nous montre comment une personne ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires quand elle est guidée par ses convictions profondes. Héloïse n'était qu'une jeune archéologue passionnée, mais elle a trouvé la force de mener une double vie pendant 10 ans pour protéger le patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à vous dépasser? Auriez-vous le courage de renoncer à tout pour défendre vos idéaux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre pouce en l'air si ce récit vous a fait réfléchir et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux histoires humaines extraordinaires.